Comment détecter un mythomane, un arnaqueur? Alors, je n'ai pas fait des études de psychologie. Je vais juste vous partager mon expérience pour avoir été confronté 3-4 reprises à des profils comme ça, soit des gens très intentionnels, soit des gens un peu maladifs qui allaient m'embarquer dans des sales coups. Euh, Première histoire que j'ai eue, ça devait faire peut-être 2 ans, 3 ans que j'étais à mon compte. J'ai le père d'un ami qui me demande un rendez-vous et qui me dit, voilà, je viens d'embarquer dans un nouveau projet, c'est un truc de fou, on a besoin de communication, David, j'ai tout abandonné pour ça, il faut que tu rencontres cette personne-là. Donc moi, forcément, je suis au début, je suis une phase de ma carrière où je vends des choses, des cartes, des menus de kebab à 15 balles, des cartes de visite de DJ à 30 balles. Enfin, donc là, je me dis, c'est le moment de croquer un gros morceau. Donc, je me fais embarquer pour rencontrer cette personne-là et je me retrouve dans, à l'époque, c'était le centre d'innovation de la région Alsace. Donc, je me dis, waouh, ça a l'air gros. Je rentre dans ce grand bureau immense, plus de 100 mètres carrés, avec cette personne-là, très sympa, très relationnelle. Et le rendez-vous va pour commencer. Il dit, mais avant ça, j'aimerais vous faire signer un document de confidentialité. Ce qu'on va dire là, c'est vraiment hautement sérieux. Donc, s'il vous plaît, signez ce document. Et donc là, je vois des logos un peu officiels, des trucs un peu impressionnants. Il y avait le logo Total, il y avait différents logos comme ça. Et à la fin, je devais signer comme quoi je n'allais rien divulguer de ce qu'elle est. Donc déjà, je suis dans le contexte. Moi, j'ai 21 ans à ce moment-là, 22 peut-être, 23, je ne sais plus. Et j'ai quelqu'un en face de moi qui en a 40, 45. Donc, la réunion commence et le gars commence à raconter la vision qu'il a eue, une vision qui lui est apparue d'un nouveau concept de revêtement de câbles et qu'il est en train de développer un truc avec Total, qu'il a rencontré un ministre belge. Enfin, il me raconte la totale. Et moi, en fin de compte, je suis en train de dire « Waouh, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable ». Je me dis là, je vais faire le contrat de l'année. Je vais le saigner à blanc avec un énorme projet et donc il s'enflamme et puis il me dit en plus de ça là il y a un énorme projet pour vous et le but de cette organisation c'est de pouvoir reverser l'argent aussi à des fondations humanitaires, tout ça. Et donc là, il me parle encore plus, là, le côté sens, mission, enfin, ça me fait du bien à fond. Je sors avec un carnet de commandes énorme comme ça, je prépare les devis et j'envoie les acomptes et puis on me dit ouais t'inquiète ça va venir mais bon là on doit avancer. Et là le projet pendant des mois moi je vais travailler, faire des logos, des brochures, tout ça et à chaque fois on me dit ah c'est super, ah mais il faudrait changer ça et donc je m'embourbe là-dedans, je suis toujours pas payé et j'ai le père de mon pote qui est encore plus à fond, on se voit régulièrement, qui me dit ah mais là on a rencontré tel ministre, on est en train de voir pour ouvrir une usine dans un des pays de l'Est, ça a l'air dingue, sauf que moi ça avance pas. Et entre-temps, il y a une personne qui m'appelle, que je connais, qui me dit « Écoute David, je voulais te partager une situation. C'est que j'ai été invité à rejoindre ce projet-là et à récupérer la stratégie globale de ce projet en communication. Je n'ai pas envie de te la faire à l'envers, mais j'aimerais reprendre tes missions. Est-ce que tu es OK que je récupère ça et moi, je te paye un tiers ou la moitié de ta facture. Je la récupère moi et moi, je me ferai rembourser par eux derrière. » Donc là, moi, je suis à un point où, dans tous les cas, franchement, j'ai toujours pas été payé. Même si ça a l'air gros, j'ai besoin de cet argent. Donc, je dis, OK, j'abandonne le projet. Et 1 an après, je reçois un coup de téléphone du père de mon ami et qui me demande de me ressortir les échanges que j'avais eus à l'époque avec cette personne. Ce projet s'appelait Caleb. Et je lui demande plus d'informations. Il me dit, écoute, en fait, la situation s'est très mal passée. C'est que, tu t'en souviens, il nous racontait que c'était un ancien franc-maçon, qu'en plus de ça, il s'était converti au christianisme, et donc il avait été banni de la franc-maçonnerie, et du coup, qu'à cause de ça, il ne pouvait pas faire des prêts bancaires. Et du coup, moi, j'avançais avec lui sur ce projet-là, même si ça me semblait flou, j'étais à fond, j'étais trop engagé, j'avais tout abandonné pour être avec lui. Et il me dit, ce serait bien que tu fasses un crédit de 50 000 €, toi tu peux, et puis tu l'investis dans la boîte. Et donc, voyant le projet énorme derrière, il se dit, ouais, c'est l'occasion de prendre des parts. Donc ce papa va prendre les 50 000, il va
motiver 4 autres personnes de son entourage à investir dans l'entreprise, ils vont tous s'endetter. Et au final, il y a un beau petit pacole de 200 000. Et à un moment, quand tout l'argent est sur le compte, la personne disparaît. Et à partir de là, la police intervient, il y a une enquête, et on se rend compte que cette personne est un spécialiste de l'arnaque, et en particulier dans les milieux chrétiens. Donc c'est vraiment la corde sensible. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'être confronté à des personnes comme ça, et j'ai identifié plusieurs red flags, enfin des boutons rouges, vous savez, comme sur votre voiture, quand il y a certains boutons qui s'allument, c'est que là, il faut vite aller chez le garage, sinon la voiture va serrer, le moteur va serrer. Premier élément, c'est l'appât du gain rapide. Vous allez vite le sentir quand vous sentez que là, il y a une bouffée de chaleur et vous commencez à vous imaginer dans une autre vie, nouvelle voiture, nouvelle maison, et vous croyez que c'est demain. C'est un peu cet effet du loto, le côté millionnaire, ça pourrait être demain. Donc déjà, ça, attention, premier red flag. Deuxième, mais il faut les cumuler, parce qu'il peut y avoir aussi des opportunités, mais la plupart du temps, ça pue. Deuxième élément, c'est un élément qui vient comme refroidir cette montée justifier cette montée en chaleur en mode waouh, c'est dingue, c'est le côté cause sociale. Oui, c'est pour la bonne cause, c'est pour remonter des orphelinats. Imagine tout le bien que tu vas pouvoir faire avec l'argent. Donc là, en gros, c'est une stratégie classique. On te fait croire qu'il va y avoir des millions et derrière, pour te dire qu'en fait, t'es pas égoïste dans cette histoire-là, il y a une dimension altruiste qui intervient. Et deux autres éléments, c'est la dimension de rapidité. À partir du moment, et c'est là pour moi, c'est la plus sensible, c'est il faut aller vite. À partir du moment où la personne commence à mettre la pression, à dire c'est maintenant, il faut que ça se fasse là, c'est important et tout ça, là, c'est que ça commence à puer. Parce que vous commencez à perdre votre libre arbitre. Parce qu'il y a la chaleur qui monte, l'intensité, dire c'est maintenant ou jamais, il y a un FOMO énorme qui se met en place. Et aussi, il y a une carte à analyser, c'est la dimension de flou. C'est que si vous n'êtes pas en mesure de réussir à expliquer facilement le projet, c'est que ça pue. Je crois que c'est Warren Buffett qui dit si je ne peux pas comprendre une entreprise, je n'investis pas dedans. Donc, s'il n'est pas possible d'expliquer simplement le projet, c'est qu'il y a anguille sous roche, c'est que c'est trop compliqué et que soit il y a trop d'éléments pour que ça réussisse, soit en fait, c'est une grosse arnaque. Et quand on commence à analyser ces différents leviers, on se check intérieurement. On se dit, OK, je me sens sous pression. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça va avoir un impact négatif? Et aussi, pour moi, ce qui est important, c'est la cohérence du porteur du projet, la personne que j'ai en face de moi. Mon actionnaire Chantal Barry, elle aime bien dire, le tableau n'est pas dans le cadre. C'est-à-dire que la personne, il y a trop d'incohérence dans son parcours. Quand vous demandez à quelqu'un de raconter un peu son parcours et que vous l'interrogez plusieurs fois et qu'il y a l'air d'avoir des gros trous dans la raquette, ça a l'air compliqué, qu'à chaque fois les histoires sont différentes et que vous n'arrivez pas à aligner en disant mais t'as fait quoi de 21 à 22 ans enfin, ah oui, non mais attends, mes études étaient un peu plus longues que si. Et en fait, dès que ça pue comme ça, ou en fait il y a un flou, c'est aussi un mauvais signe. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est une phrase un peu classique qu'il faudrait modérer, mais en tout cas, c'est un bon signal. Pourquoi je vous partage ça? C'est que cette première histoire de ce papa qui s'est fait arnaquer, il a embarqué 4 autres papas dans cette histoire et il s'est retrouvé dans une merde noire parce qu'il avait abandonné son salaire, il s'était endetté, il avait une famille, 4 enfants derrière et il avait embarqué 4 autres papas dans cette histoire et ils ont mis des années à se relever. C'est vraiment amené énormément de pauvreté, beaucoup de drames dans cette histoire. Et donc, quand on est un entrepreneur ambitieux, on peut être une cible à ce genre de projet et c'est hyper important de se protéger parce qu'il y a notre famille aussi. Et parfois, il faut savoir mesurer entre l'appât du gain et ensuite la bonne gestion en bon père de famille. Et on n'est pas tout seul. Et on n'est pas tout seul, on est responsable d'une famille. Et donc, réfléchissons à 2 fois avant d'embarquer dans des choses comme ça. Je vous laisse avec ça.